Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui le cours hématimétrie, d'accord? Donc c'est un cours qui est très important, c'est la base de l'hématologie, disons, avec le cours hématopoïèse. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, j'espère surtout à s'abonner à la chaîne, bien sûr, pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de mon page médicale dans la boîte d'infos. Suivez-moi pour recevoir toutes mes publications. C'est parti! Alors, comme plan du cours, on va faire une petite introduction. On va parler rapidement de l'hématopoïèse parce qu'on a fait l'hématopoïèse dans une vidéo détaillée, donc dans la playlist hématologie, comprendre l'hématopoïèse en 12 minutes, n'est-ce pas, surtout à la consulter pour comprendre l'hématopoïèse. Là, on va parler de façon vraiment brève, d'accord? Ensuite, on va aborder l'hématométrie avec ses deux volets quantitatifs, c'est l'hémogramme, et qualitatif, c'est le frottis sanguin. Ensuite, on doit passer par deux examens complémentaires très importants mais indiqués dans certains cas, c'est le médulogramme et la biopsie osseuse, ponction biopsie osseuse. Et on finira par une conclusion. C'est parti. Alors, comme introduction, bien sûr, le sang, c'est un liquide, c'est un tissu particulier. Pourquoi? Parce que c'est majoritairement un liquide. Donc, le sang, il est constitué de deux parties. Une partie liquide, c'est le plasma, d'accord? Et une partie solide, c'est les cellules sanguines. La partie liquide qui est appelée plasma est constituée majoritairement d'eau, d'accord? Elle est constituée aussi de protéines, notamment l'albumine, les immunoglobulines, etc. Mais la partie protéique la plus importante, vous connaissez bien, c'est l'albumine, d'accord? Et bien sûr, les électrolytes. Qu'est-ce que c'est que le rôle du plasma? Alors, c'est un liquide qui assure la nutrition puisqu'il diffuse du secteur cellulaire, du secteur vasculaire vers le secteur interstitiel et ensuite vers les cellules pour les enrichir en nutriments. Donc il a un rôle dans la nutrition. Le maintien de la pression osmotique, c'est-à-dire grâce à ce liquide, il va exercer une pression sur les vaisseaux et donc ça va générer une pression osmotique, c'est la pression artérielle, disons. Et bien sûr, rôle dans la défense immunitaire grâce aux immunoglobulines. Et bien sûr, rôle dans l'hémostase grâce aux protéines de la coagulation. D'accord? Très bien. Bien sûr, on a une partie solide qu'on appelle les cellules sanguines. D'accord? Donc, elle est constituée bien sûr de globules rouges qui assurent, ou érythrocytes ou hématies, c'est la même chose, qui assurent le transport de l'oxygène et du CO2. Les globules blancs qu'on appelle les leucocytes aussi. Il faut savoir que les globules blancs sont constitués par les lymphocytes, que ce soit B, que ce soit T. Les monocytes qu'on appelle aussi macrophages, d'accord? Les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles, d'accord? Donc notez ça, que les globules blancs est égal lymphocytes, que ce soit B, que ce soit T, ou bien les monocytes, ou bien les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles ou basophiles. Et bien sûr, on a les plaquettes qu'on appelle aussi les thrombocytes qui assurent l'hémostase primaire. On a déjà parlé de l'hémostase primaire dans une vidéo, c'est pas surtout à la consulter dans la playlist hématologie. D'accord? Très bien. Si on fait une centrifugation du sang, voici un tube qui contient du sang. Bien sûr, on doit rajouter des anticoagulants pour que le sang ne se coagule pas, pour que le sang ne se coagule pas. Grâce à la centrifugation, on va diviser le sang va être divisé selon ses constituants en, disons, trois parties. La première partie qui est en haut, c'est le plasma. Tout ce que vous voyez en liquide, en jaune, c'est le plasma. La partie intermédiaire, c'est les leucocytes. D'accord? White blood cells. Donc, c'est les leucocytes. Et tout ce que vous voyez en rouge, c'est les érythrocytes. C'est-à-dire les globules rouges. D'accord? Remarquez bien que chez un sujet normal, les globules rouges, occupent un volume de 45% par rapport au volume total. Si on prend n'importe quel volume, d'accord, dans le sang normal, les globules rouges occupent un volume de 45%. C'est à peu près la moitié, d'accord? Si on divise ce tube en moitié, vous voyez 45%, c'est à peu près moins de 5% de la moitié. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez que le volume, la majorité des cellules du sang, c'est les globules rouges. Très bien. Là, c'est juste un récapitulatif. Vous voyez, le sang total, il est constitué du plasma et les éléments figurés du sang, c'est les cellules. Le plasma, c'est la majorité, 55%. Elle est constituée de protéines, majoritairement d'eau et d'autres solutés, notamment les électrolytes, les vitamines, etc.
Les éléments figurés du sang, c'est les plaquettes, les leucocytes ou les globules blancs qui sont les neutrophiles, les lymphocytes, les monocytes, les granulocytes et les basophiles. Et on a les érythrocytes, c'est les globules rouges qui constituent la très grande partie des cellules du sang. Vous voyez, ils sont exprimés en millions par rapport aux autres cellules. L'hématopoïèse, c'est quoi? On va passer rapidement cette planche, parce qu'on a déjà parlé de l'hématopoïèse dans une vidéo. L'hématopoïèse, c'est l'ensemble du processus qui permet de produire toutes les cellules sanguines à partir d'une cellule souche. Il faut savoir que l'hématopoïèse, c'est-à-dire fabriquer, le fait de fabriquer les cellules du sang. Et bien sûr, il faut savoir qu'au niveau de la moelle osseuse, on retrouve une cellule qu'on appelle la cellule souche hématopoïétique, à partir de laquelle naissent toutes les cellules du sang. D'accord? Toutes les cellules qu'on a déjà abordées, plaquettes, monocytes, érythrocytes, etc., dérivent de cette cellule souche qui se trouve au niveau de la moelle osseuse. Donc finalement, c'est la moelle osseuse qui assure l'hématopoïèse. D'accord? Donc cette cellule souche hématopoïétique, elle est toutipotente et elle a la capacité de s'auto-renouveler. Elle donne un progéniteur myéloïde et un progéniteur lymphoïde. Il faut savoir que le progéniteur lymphoïde, c'est lui qui va donner les lymphocytes, que ce soit B, que ce soit T. Et le progéniteur myéloïde, il va donner le reste des cellules. Pour vous faciliter la tâche de comprendre qu'est-ce que c'est que myéloïde, qu'est-ce que c'est que lymphoïde. Donc retenez tout simplement que le lymphoïde est égal, le progéniteur lymphoïde, il va donner les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et le progéniteur myéloïde, il va s'occuper du reste. D'accord? Il va s'occuper de toutes les cellules, sauf les lymphocytes B et les lymphocytes T. D'accord? Donc les progéniteurs vont donner des progéniteurs aussi, et les progéniteurs vont donner des précurseurs. Les précurseurs vont subir une cascade de maturation, c'est ça la cascade de maturation, vous voyez, pour aboutir finalement à des cellules matures. Vous voyez cette bande, c'est ça les cellules matures. Lymphocytes T, B, plaquettes, globules rouges, basophiles, éosinophiles, neutrophiles et monocytes. D'accord? C'est ça les constituants du sang. Et les cellules enfin matures vont quitter la moelle et ils vont gagner les vaisseaux. D'accord? Donc, les cellules, une fois matures au niveau de la moelle, ils vont quitter la moelle et gagner les vaisseaux. D'accord? Très bien. On passe au vif du sujet. D'accord? Notre cours, c'est l'hématimétrie. D'accord? C'est quoi une hématimétrie? Alors, l'hématimétrie, il faut savoir que c'est un ensemble d'examens complémentaires. D'accord? C'est les méthodes, c'est-à-dire des examens complémentaires qui vont nous permettre d'analyser soit quantitativement, c'est-à-dire de compter le nombre de cellules, ou bien qualitativement, c'est-à-dire de visualiser la morphologie, la forme, etc. des cellules, des éléments figurés du sang, c'est-à-dire les cellules. Les éléments figurés du sang est égal les cellules du sang. Quand on analyse de façon quantitative, quand on compte le nombre de cellules, c'est l'hémogramme. C'est le premier examen complémentaire qu'on va voir. Et par la suite, de façon qualitative, c'est le frottis sanguin. D'accord? Donc, en fin de compte, l'hématimétrie est égale hémogramme plus frottis sanguin. D'accord? Très bien. Alors, on commence par le premier examen complémentaire, c'est l'hémogramme. L'hémogramme, ou appelé FNS, NFS, tout ce que vous voulez. Je préfère appeler hémogramme. D'accord? Donc, hémogramme, c'est un examen clé. Examen biologique le plus prescrit. Donc, il est pratiquement prescrit tout le temps. Il permet de dépister, explorer et suivre la plupart des hémopathies. Hémogramme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement compter combien y a-t-il de cellules au niveau du sang de chaque individu. D'accord? Donc, il faut savoir que ce n'est pas un examen qualitatif, c'est un examen quantitatif. Donc, il nous permet de numérer les éléments figurés du sang, de déterminer la formule leucocytaire, formule d'Arnett, détermination de l'hématocrite, on va voir qu'est-ce que c'est que l'hématocrite, et permet bien sûr de doser l'hémoglobine. Et à partir des éléments qu'on calcule, on peut calculer par la suite les indices érythrocytaires. On va les détailler par la suite. C'est le VG1, volume globulaire moyen, CCMH et TGMH. D'accord? Très bien. On va tout détailler. On commence par les leucocytes. Alors les leucocytes, qu'on a appelés aussi les globules blancs, donc leur valeur normale est entre 4000 giga, c'est-à-dire 10 puissance 3, c'est-à-dire 3 zéros. D'accord? Donc la valeur normale des leucocytes au niveau du sang, c'est entre 4000 et 10 000
éléments par litre. D'accord? Éléments par litre. Éléments par millimètre cube, désolé. Éléments par millimètre cube. D'accord? Si par litre, c'est 4 à 10 gigas par litre. Donc, c'est 4000 à 10 000 éléments par millimètre cube. D'accord? On compte par le millimètre cube. Donc là, la valeur normale, c'est entre 4000 et 10 000 éléments par millimètre cube. D'accord? Donc, on a déjà dit que les globules blancs, ils sont constitués de neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes et monocytes. Et donc, vous devez absolument connaître le taux normal de chaque cellule. Donc, pour les neutrophile, c'est entre 100 et 500, c'est pas entre 100 et 800, 100, 500 à 7000 éléments par millimètre cube. Il ne faut jamais interpréter quand il vous donne un pourcentage, ne jamais interpréter avec un pourcentage. D'accord? Quand il vous donne un pourcentage, essayez de calculer ce pourcentage par rapport à la valeur qu'il vous donne, la valeur totale, pour donner des chiffres. Et à partir de ces chiffres, vous allez les comparer à la normale. Disons par exemple, disons par exemple qu'il vous donne le taux normal, le taux total de leucocytes d'un individu est de 4300. Là, c'est normal. D'accord? On a déjà dit qu'il est entre 4000 et 10 000. D'accord? Il est normal. Ensuite, il vous donne les polynucléaires est égal à 50% des leucocytes. Il vous dit est-ce que le taux de polynucléaires est normal ou non. Il ne faut jamais interpréter un pourcentage. On doit le convertir en chiffres. Donc, on met 4300, c'est 100%, c'est le taux total de leucocytes. Ensuite, 50%, c'est moléculaire. Qu'est-ce qu'elle représente par rapport au nombre total de leucocytes? Donc, on met 50 fois 4300 sur 100. C'est logique. On obtient 2150, d'accord? Et ce 2150, qu'on doit le comparer au chiffre total, au chiffre normal qui est entre 150 et 7000. Donc là, le taux de polynucléaire dans ce cas, chez notre patient, est normal. D'accord? Donc il ne faut jamais, je répète, il ne faut jamais interpréter des pourcentages. Les polynucléaires éosinophiles, voici le taux normal de 0 à 500, basophiles de 0 à 50, les lymphocytes 800 à 4000 et les monocytes 100 à 1000. Bien sûr, c'est entre parenthèses, quand l'âge est inférieur à 4 ans, on a une légère augmentation des lymphocytes par rapport aux polynucléaires. Alors que vous remarquez chez le sujet adulte, les polynucléaires, c'est la majorité des leucocytes. À l'âge de 5 ans, les lymphocytes est égal aux polynucléaires. Et supérieur à 6 ans, on a l'équilibre de celui de l'adulte, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles deviennent majoritairement plus nombreux par rapport aux lymphocytes. Et donc, par la logique simple, donc on a les globules blancs, je vous ai dit, entre 1000 et 4000. S'il est inférieur à 4000, donc c'est une leucopénie. Tout ça, c'est des signes biologiques. Si on retrouve une anomalie au niveau de l'hémogramme, c'est un signe biologique. D'accord? Biologique. Donc, c'est une leucopénie, c'est-à-dire diminution. Pénie, donc leucopénie. Si on trouve supérieur à 10 000, c'est une hyperleucocytose, c'est-à-dire on a un nombre très élevé de leucocytes. La même chose pour les polynucléaires, on a soit une neutropénie, soit une polynucléose. La même chose pour les lymphocytes, soit une lymphopénie, soit une lymphocytose. Les monocytes, quand le taux est supérieur à 1000, donc on a une monocytose, c'est-à-dire augmentation de nombre de monocytes. D'accord? Très bien. Et bien sûr, quand le taux de polynucléaire neutrophile est inférieur à 150 000, c'est une neutropénie. Mais quand il devient inférieur à 300, là, c'est une diminution très importante des polynucléaires neutrophiles. On appelle ça agranulocytose. D'accord? Très bien. Passons aux plaquettes. Donc, la valeur normale des plaquettes, c'est entre 150 000 et 450 000 éléments par millimètre cube. Cette valeur est à prendre par cœur. D'accord? Et bien sûr, par une simple logique, si le taux est supérieur à 450 000 éléments par millimètre cube, on appelle ça, donc c'est un nombre très augmenté de plaquettes au niveau du sang. Donc c'est une thrombose. À chaque fois que vous voyez le mot thrombo, le suffixe thrombo, d'accord, c'est
on veut dire les plaquettes, d'accord? Thrombocytose ou hyperplaquettose. Au contraire, quand le taux est inférieur à 150 000 éléments par millimètre cube, on appelle ça thrombopénie, c'est-à-dire diminution de nombre des plaquettes. Passons aux globules rouges. Là, les globules rouges, ça devient un peu plus compliqué. Les globules rouges, on ne calcule pas seulement le nombre des globules rouges, mais on calcule deux autres choses supplémentaires. C'est l'hémoglobine et l'hématocrite. D'accord? Alors, commençons par la numération des globules rouges, pour faire simple, comme on a déjà fait pour les leucocytes et les plaquettes. Le taux de globules rouges en normal, vous voyez que c'est exprimé en millions. D'accord? Donc, c'est les cellules majoritaires du sang. Chez l'homme, c'est entre 4,5 et 6,2 millions, 10 puissance 6, c'est millions. D'accord? Éléments par millimètre cube. Et chez la femme, c'est entre 4 et 5,4 millions éléments par millimètre cube. D'accord? Ça, c'est pour la numération des globules rouges. Ensuite, l'hématocrite. Passons à l'hématocrite. C'est quoi l'hématocrite? Je vais agrandir un petit peu. L'hématocrite, c'est tout simplement quand on prend n'importe quelle quantité du sang et on fait une centrifugation à ce que le plasma devient d'une part et les globules rouges deviennent au-dessous du plasma. L'hématocrite, c'est quoi? C'est le volume qui est occupé par les hématies par rapport à ce volume total qu'on a prélevé. D'accord? Comme c'est le cas pour le tube. Comme c'est le cas pour le tube. Comme c'est le cas pour le tube, si on prélève n'importe quelle quantité du sang et on fait la centrifugation, l'hématocrite, c'est quoi? C'est le volume des globules rouges, donc les globules rouges seulement, par rapport au volume total. D'accord? Donc seulement les globules rouges, j'insiste sur ça. D'accord? Donc c'est le volume des globules rouges qui est occupé par les globules rouges par rapport au volume total. Plein d'étudiants trompent qui disent par rapport au plasma. Non, c'est par rapport au volume total. D'accord? Donc là, voyons un petit peu les chiffres normaux. Donc, l'hématocrite chez l'homme, donc c'est le volume occupé par les hématies, bien sûr, en pourcentage par rapport à une quantité totale connue, n'importe quelle quantité. Le taux d'hématocrite normal, donc chez l'homme, c'est 40 à 54. Vous voyez, c'est énorme. C'est-à-dire que 54% du volume total qu'on a prélevé, c'est le volume des érythrocytes. C'est ça l'interprétation. Et chez la femme, la valeur normale, c'est entre 35 et 47%. D'accord? On a fini avec l'hématocrite, on passe à l'hémoglobine. L'hémoglobine, tout simplement, le taux d'hémoglobine normal, c'est en grammes par décilitre. Quelle est la quantité d'hémoglobine en grammes par rapport au volume qu'on a prélevé? D'accord? Le taux d'hémoglobine normal, donc chez l'homme, entre 13 et 18 grammes par décilitre. Et chez la femme, c'est entre 12 et 16 grammes par décilitre. Je vous rappelle que ces valeurs sont absolument à apprendre par cœur. Parce que dans le cas clinique, vous allez être affronté à des chiffres et vous allez sûrement être besoin de déduire est-ce que ces chiffres sont normaux, est-ce qu'ils ne sont pas normaux. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe aux indices érythrocytaires. À partir de ces éléments qu'on a déjà calculés à partir de l'hémogramme, c'est l'hématocrite, obtenu à partir de l'hémogramme, c'est l'hématocrite, la numération des globules rouges, c'est-à-dire le nombre des globules rouges et l'hémoglobine. On calcule, maintenant c'est automatisé. L'hémogramme, il nous permet de donner l'hémoglobine, numération des globules rouges et l'hématocrite, et de façon très automatique, grâce au logiciel, il nous donne aussi le VGM, CCMH et TCMH. D'accord? C'est quoi le volume globulaire moyen? Le volume globulaire moyen, il faut comprendre avant d'apprendre, d'accord? Parce que là, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un volume globulaire moyen pour comprendre cette équation, d'accord? Donc le volume globulaire moyen, c'est quoi? C'est le volume approximatif d'un seul globule rouge d'un individu donné, d'accord? C'est le volume globulaire d'un seul globule rouge, d'accord?
On a déjà parlé du volume total par rapport au volume des globules rouges par rapport au volume total. C'est l'hématocrite. Si on divise le volume total des globules rouges sur le nombre total des globules rouges, on obtient le volume d'un seul globule rouge. J'espère que c'est clair. Si on divise le volume total des globules rouges, c'est l'hématocrite, sur le nombre total des globules rouges, on obtient le volume d'un seul globule rouge. C'est le volume globulaire moyen. Fois 10, là, c'est pour le faire en femtolitres, d'accord? La valeur normale, il faut absolument garder ça en tête. La valeur normale, c'est entre 80 et 100 femtolitres. C'est la norme en cytose, c'est-à-dire le volume, il est normal. On va voir par la suite, quand il est diminué, quand il est augmenté, on l'appelle comment, d'accord? L'essentiel, quand il est dans les normes, on appelle ça normocytose. Passons au deuxième indice érythrocytaire, c'est la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Là, c'est plein d'éléments, mais on va essayer de les comprendre. Concentration, ça veut dire tout simplement, au premier lieu, c'est une concentration. Corpusculaire, c'est-à-dire au niveau d'un seul globule rouge. Moyenne, c'est-à-dire de façon moyenne en hémoglobine. C'est-à-dire que c'est la concentration, ou c'est le pourcentage de globules rouges, d'hémoglobine, qui est retrouvé de façon moyenne dans les globules rouges de l'individu qu'on a fait le prélèvement. D'accord? Donc, à l'intérieur des globules rouges, on a l'hémoglobine. D'accord? L'hémoglobine, vous savez que c'est la protéine qui va donner la coloration rouge aux globules rouges, d'accord, aux érythrocytes. Et donc, calculons un petit peu la concentration, c'est-à-dire le pourcentage de globules rouges par rapport, de l'hémoglobine par rapport à notre globule rouge. C'est-à-dire quoi? Le pourcentage, c'est-à-dire, disons un petit peu, voici notre globule rouge, d'accord? L'hémoglobine, même s'il constitue la majorité des globules rouges, il ne constitue pas tout le globule rouge. Bien sûr, le globule rouge, il a d'autres constituants. Cette partie-là d'hémoglobine par rapport au globule rouge, elle est exprimée en pourcentage. D'accord? Si on dit 35%, CCMH 35%, ça veut dire, si le globule rouge est 100%, 35% de ce globule rouge est occupé par l'hémoglobine. J'espère que c'est clair. Donc, pour le calculer, on fait quoi? On divise l'hémoglobine totale qu'on a déjà obtenue, là, sur l'hématocrite, c'est le volume total, pour avoir cette concentration. D'accord? Donc, la valeur normale, c'est entre 32 et 36, fois 100 bien sûr, pour exprimer en pourcentage, 32, 36. D'accord? C'est-à-dire chez le sujet normal, dans chaque globule rouge, l'hémoglobine constitue entre 32 et 36% du globule rouge total. Là, quand la valeur est entre ces deux chiffres, on appelle ça normochromie. Chromie, c'est-à-dire la coloration. Parce que l'hémoglobine, c'est lui qui donne la coloration. Là, on est dans la normochromie. Ensuite, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, tout simplement, au lieu de l'hématocrite, on divise sur le nombre de globules rouges. D'accord? Donc, si on a une concentration, là, c'est la teneur, c'est-à-dire vraiment en poids. Quel est le poids de l'hémoglobine au niveau de chaque globule rouge de façon moyenne. D'accord? Donc, on divise l'hémoglobine, tout simplement, le poids de notre hémoglobine, sur le nombre de globules rouges qu'on a. Et on obtient le poids de l'hémoglobine dans chaque globule rouge de façon moyenne. Fois 10, c'est exprimé en picogrammes. Et la valeur normale, c'est entre 27 et 32 picogrammes. On passe à un élément qui est très important, c'est la numération des réticulocytes. Alors, c'est quoi la réticulocyte? Je reviens à une planche qu'on a déjà détaillée. Voilà. Alors, les réticulocytes, c'est quoi? Alors, voici les précurseurs, la cascade de maturation des précurseurs qui vont donner les globules rouges. À la fin, on obtient cette cellule qui est dessinée en orange, c'est le globule rouge. Et voici la cascade de maturation des précurseurs. Maintenant, dans cette cascade de maturation, cette cellule donne cette cellule par maturation donne cette cellule, et cette cellule par maturation, elle va donner cette cellule. Cette dernière cellule que vous voyez, je vais agrandir, cette dernière cellule que vous voyez, par maturation, elle va perdre le noyau en centre, et elle va donner cette cellule. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de noyau, comme c'est le cas pour les globules rouges, il n'y a pas de noyau. Cette cellule qu'on obtient est appelée réticulocyte. D'accord? Elle est au niveau de la moelle.
Et le réticulocyte, par maturation, il va donner l'érythrocyte, c'est le globule rouge mature. Le globule rouge mature, il va quitter la moelle et arriver vers les vaisseaux. Vous allez me dire, le réticulocyte, il se trouve au niveau de la moelle. Comment on le dose au niveau du sang? C'est pas possible, c'est pas logique. Dans certains cas, le réticulocyte va quitter la moelle, dans certains cas je dis, le réticulocyte quitte la moelle avant de devenir un érythrocyte, avant de devenir un globule rouge mature. Donc il quitte la moelle, il va vers le sang, et au niveau du sang, au bout de 24 heures, il devient un globule rouge mature. D'accord? C'est pour ça qu'on peut doser les réticulocytes, c'est par ce mécanisme. Sinon, on ne peut pas les doser s'ils ne quittent pas la moelle et vont vers... Dans certains cas, dans la majorité des cas, le réticulocyte, au niveau de la moelle, il fait sa maturation, il devient un érythrocyte, l'érythrocyte quitte la moelle. Et dans certains cas, l'érythrocyte, le réticulocyte, quitte la moelle avant de devenir un érythrocyte, et bien sûr, il devient un érythrocyte, c'est-à-dire un globule rouge mature, au bout de 24 heures. Bon, tout simplement, ce sont des globules rouges qui ont perdu le noyau dans la moelle et poursuivent leur maturation dans le sang périphérique. Et deviennent matures, c'est-à-dire des globules rouges matures, au bout de 24 heures. Donc, ils sont reconnaissables par la coloration de bleu chrysil brillant. D'accord? Et ces réticulocytes, si on le retrouve au niveau du sang à des quantités suffisantes, c'est généralement, on compare jamais avec des pourcentages. On compare avec le taux absolu. Ce qui est écrit ici, c'est le taux absolu qui présente un intérêt pratique. Gardez en tête cette valeur, c'est 120 000 éléments par millimètre cube. C'est le taux normal, 120 000 éléments par millimètre cube. Si on retrouve ces réticulocytes supérieurs à 120 000 éléments par millimètre cube, on déduit que la moelle, elle est capable de produire des cellules quand même. D'accord? Et quand la moelle est capable de produire des cellules, on trouve par exemple une anémie, quand on retrouve le taux de réticulocytes supérieur à 120 000 éléments par mètre cube, on écarte le problème central. C'est-à-dire là, la moelle, elle vous dit, quand vous retrouvez le taux de réticulocytes supérieur à 120 000 éléments par millimètre cube, la moelle vous dit que le problème, c'est pas à moi, je suis capable de produire. Vous devez chercher le problème de l'anémie ou d'un autre problème au niveau périphérique. D'accord? On appelle ça régénératif. On appelle ça l'anémie régénérative. Devant toute anémie, il faut demander le taux de réticulocytes pour savoir est-ce qu'elle est régénérative ou arégénérative. Quand on retrouve ce taux inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube, là, la moelle, elle vous dit « Je ne suis pas capable de produire des cellules. Le problème est au niveau de la moelle. » D'accord? Donc, on appelle ça une anémie arégénérative. D'accord? Donc, c'est pour comprendre est-ce que le problème est central ou périphérique. Alors, passons rapidement ces notions. Si on retrouve une baisse de taux de l'hémoglobine, ça veut dire que c'est une anémie. C'est une définition biologique. Donc, quand on retrouve une baisse de taux de l'hémoglobine, c'est-à-dire c'est une anémie. D'accord? C'est un signe biologique. L'anémie est égale baisse de taux d'hémoglobine. Inférieur à 13 chez l'homme, inférieur à 10,5 chez la femme en période d'activité génitale et inférieur à 12 chez la femme enceinte. Le VGM, quant à lui, on a déjà dit que la norme entre 80 et 100 femtolitres. Si on le retrouve inférieur à 80, c'est une microcytose, c'est-à-dire que les globules rouges sont vraiment petits, micro, c'est-à-dire c'est petit. Et si on le retrouve supérieur à 100 femtolitres, c'est-à-dire que les globules rouges sont vraiment grands par rapport à la normale, c'est une macrocytose. D'accord? L'indice érythrocytaire, très important en cas d'anémie. En cas d'anémie, c'est vraiment important de reconnaître est-ce qu'il est régénératif, est-ce qu'il est arégénératif par le taux de réticulocytes. Et c'est vraiment important de connaître est-ce que c'est une microcytaire, macrocytaire, etc. Parce qu'en cas de microcytaire, ça peut nous orienter vers une carence en fer. Macrocytaire, ça peut nous orienter vers la carence en facteurs antipernicieux. D'accord? Très bien. Bien sûr, TCAMH et CCAMH, s'ils sont inférieurs à 32 et 27, TCAMH inférieur à 27 et CCAMH inférieur à 32, ça nous oriente vers une hypochromie, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'hémoglobine à l'intérieur de chaque cellule, à l'intérieur de chaque globule rouge. C'est-à-dire la coloration va être affectée, hypochromie. D'accord? Très bien. RDW, c'est Red Cells Distribution of White.
c'est la distribution de la taille. D'accord? Généralement, nos globules rouges, dans le cas normal, ont toujours la même taille. La même taille. Et une taille qui est normale. Si les globules rouges ont une taille qui est différente l'un de l'autre, et cette différence est vraiment remarquable, le RDW devient supérieur à 15 et on appelle ça anisocytose, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la taille des globules rouges. D'accord? Le taux de réticulocytes, il est obligatoire en cas d'anémie. Il est obligatoire en cas d'anémie, permet de déterminer le mécanisme, est-ce qu'il est central ou périphérique. En cas de taux supérieur à 120 000 éléments par millimètre cube, là le mécanisme est périphérique, il n'y a pas un problème au niveau de la moelle. Donc c'est une anémie qui est régénérative. Et quand le taux est inférieur généralement à 120 000, donc entre 25 et 80 000 éléments par millimètre cube, là le problème il est central. La moelle n'est pas capable de fabriquer même les réticulocytes. Comment elle va fabriquer les globules rouges, d'accord? Donc là le problème est central et cela définit l'anémie arégénérative. J'espère que c'est clair. Passons au deuxième volet de l'hématimétrie. L'hématimétrie, elle est constituée de deux volets. Le volet quantitatif, c'est l'hémogramme, et le volet qualitatif, qui est le frottis sanguin. Donc, attaquons un petit peu. Le deuxième volet de l'hématimétrie, c'est le volet qualitatif, c'est le frottis sanguin. Qui dit frottis sanguin, par définition, c'est l'étude morphologique des cellules sanguines. C'est ça la définition d'un frottis sanguin. Peu importe les étapes de la réalisation de ce frottis sanguin, de l'âme, on met en contact le sang et on l'étale, d'accord, pour voir un petit peu les différentes constituants au microscope. C'est ça qu'on va voir, les différentes constituants, pas forcément les globules rouges, on va voir tous les constituants. Les globules rouges, là, c'est les caractéristiques d'un globule rouge normal. La forme, elle est approximativement circulaire, mais pas très circulaire. C'est à peu près, elle est circulaire, mais pas vraiment circulaire. C'est pas un cercle réel, d'accord, disons. De taille uniforme, vous voyez qu'approximativement la taille, elle est uniforme. Diamètre moyen de 8 microgrammes. Elle a une coloration qui est grise rosée, vous voyez cette coloration, et un centre plus clair. Où vous voyez le blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hémoglobine. Où vous voyez le rouge, c'est-à-dire qu'il y a de l'hémoglobine. D'accord? Donc le globule rouge n'est pas constitué de l'hémoglobine seulement. Il est constitué d'autres constituants, de l'eau, etc. Et donc, où vous voyez la coloration rouge, c'est de l'hémoglobine. Très bien. Alors passons un petit peu aux anomalies des globules rouges. Qu'est-ce qu'on va voir comme anomalie au niveau du frottis sanguin? On va voir les anomalies de taille qu'on appelle aussi anisocytose, c'est-à-dire la taille des globules rouges. Donc, quand on retrouve des globules rouges qui sont vraiment grandes, ça veut dire que c'est une... Alors, quand on retrouve des cellules qui sont vraiment grandes, d'accord, qu'on appelle ça la macrocytose, d'accord? Macro, c'est-à-dire des cellules qui sont vraiment grandes. Et quand on calcule le VGM, on le retrouve supérieur à 100. Et quand on retrouve, vous voyez, des cellules qui sont vraiment petites, à la normale, on appelle ça microcytose. D'accord? Ça, c'est les anomalies de taille. On peut avoir aussi des anomalies de la couleur, c'est-à-dire soit ils sont carrément dépigmentés, vous voyez là, vous voyez la différence entre cet aspect et cet aspect-là. D'accord? Donc vraiment, il y a vraiment une grande partie qui est blanche, qui est dépourvue en hémoglobine. On appelle ça hypochromie. D'accord? Même si on calcule CCMH, TCMH, on les retrouve vraiment diminués. D'accord? On a aussi la polychromatophilie, c'est l'inverse de l'hypochromie, c'est-à-dire que nos globules rouges sont vraiment surchargés en hémoglobine, comme dans ce cas. On peut retrouver aussi des anomalies de la forme qu'on appelle aussi poikilocytose. Ne confondez pas entre la taille et la forme. La taille, c'est soit microcytose, soit macrocytose. Maintenant, la forme, on peut retrouver plein de formes pathologiques. La forme la plus connue, c'est drépanocytose, la maladie. Et cette cellule, on l'appelle drépanocyte. Vous voyez, c'est un globule rouge qui est vraiment déformé. On peut avoir une autre forme, elliptocyte. Tout ça sont des formes pathologiques. La forme ovalocyte et la forme sphérocyte, vous voyez, sphérique. C'est pour ça que je vous ai dit que les globules rouges ne sont pas vraiment sphériques, mais celles-ci sont vraiment sphériques. D'accord? Qu'on appelle sphérocytes. Passons un petit peu aux plaquettes. Alors les plaquettes, ils ont une forme arrondie, à contour irrégulier.
Alors, ils ont une forme arrondie de contour irrégulier. Voici la forme arrondie, mais le contour, il est irrégulier. Voici les plaquettes. C'est ça, les plaquettes. D'accord? Bien sûr, le diamètre, c'est entre 1 et 2. Coloration grise claire. Et bien sûr, le frottis est généralement réalisé au doigt. D'accord? Sans anticoagulant. Et bien sûr, il faut garder ça en tête. Devant toute thrombopénie qui est retrouvée à l'hémogramme, il faut la confirmer par un frottis sanguin. Parce que dans certains cas, quand on calcule à l'hémogramme le nombre de plaquettes, on le retrouve diminué alors qu'il est normal. Quand les plaquettes sont grandes, l'automate de l'hémogramme ne les calcule pas. Donc il nous donne des fausses chiffres de thrombopénie alors que le nombre est normal. Donc on réalise le frottis sanguin pour voir est-ce que c'est une vraie thrombopénie ou est-ce que c'est une fausse thrombopénie. Par la mesure de nombre d'amas par plaquette, quand l'amas, voici les amas de plaquettes, on calcule le nombre d'amas, nombre de plaquettes dans chaque amas. Si on retrouve 5 par amas, c'est un seul croix. C'est croix, donc si c'est 10 plaquettes par amas, c'est 2 croix. Et si c'est 15 plaquettes par amas, c'est 3 croix. D'accord? Ça nous permet approximativement d'avoir le nombre des plaquettes. Vous voyez, le nombre de plaquettes par amas, c'est pour voir est-ce que c'est une vraie thrombopénie ou est-ce que c'est une fausse thrombopénie. Une croix, 2 croix et 3 croix. Bien sûr, passons au polynucléaire neutrophile. Qu'est-ce que c'est que le mot polynucléaire veut dire? Veut dire que c'est un noyau, mais qui a une particularité qui est polylobé. C'est pas deux ou trois noyaux, c'est un noyau qui est polylobé. Vous voyez les lobules, d'accord? Donc, il a une forme approximativement arrondie, diamètre moyen entre 12 et 14 micromètres, d'accord? Et les granulations à l'intérieur sont neutrophiles. C'est pour ça qu'on appelle PNN, polynucléaire neutrophile, d'accord? Très bien. Maintenant, passons à, entre parenthèses, une notion qui n'est pas très importante, mais elle est à connaître quand même. C'est la formule d'Arnett. Dans le sang normal, on a des polynucléaires neutrophiles de plein de types. D'accord? Les polynucléaires qui sont segmentés d'un seul segment, un seul lobe. Les polynucléaires qui sont à 2 lobes. Les polynucléaires qui sont à 3 lobes neutrophiles. Et les polynucléaires qui sont à 4 lobes, vous voyez 1, 2, 3 et 4. Et les polynucléaires qui sont, à 5 lobes, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Dans le sang normal, les polynucléaires qui sont à 3 lobes, c'est la majorité par rapport aux autres types. Vous voyez, 41%. Et donc, quand on réalise une courbe, la courbe, elle va augmenter, augmenter, augmenter. Elle va atteindre le seuil ou le maximum au niveau des polynucléaires qui sont à 3 lobes. Donc, dans le sang normal, les polynucléaires qui sont à 3 lobes sont majoritaires par rapport aux autres types. Et elle va diminuer. Donc, la courbe que vous voyez en bleu, c'est la courbe normale. D'accord? C'est la courbe normale d'Arnett. Ensuite, la formule d'Arnett, disons. C'est la formule normale. Ensuite, disons par exemple en cas d'anémie par carence en facteur antipernicieux, les polynucléaires deviennent très segmentés. Et donc, il devient majoritaire par rapport aux autres types. Donc, on a le type numéro 4 qui devient majoritaire par rapport aux différents types. Et donc, le maximum de courbe ne va pas se situer à 3 lobes, mais il va se situer à 4 lobes. D'accord? On dit que la formule d'Arnett est déviée à droite, déviation à droite. Par rapport aux courbes normales, ça c'est la droite, ça c'est la gauche. D'accord? Elle est déviée à droite. Donc, déviation de la courbe d'Arnett à droite. En cas de leucémie myéloïde, au contraire, les polynucléaires neutrophiles ne deviennent pas vraiment segmentés. Le maximum se situe à 2 lobes. Et on a ce que vous voyez en rouge, la courbe va être déviée à gauche. Les anomalies des polynucléaires, donc ils peuvent être hypersegmentés, hyposegmentés, comme on a déjà dit. Là, c'est pas vraiment important, polynucléaire éosinophiles, les mêmes caractéristiques, sauf que les granulations sont éosinophiles. Les basophiles, les mêmes caractéristiques, sauf différence de la taille et basophiles. Les granulations sont basophiles, là la différence. Les monocytes, c'est les macrophages.
Les lymphocytes, c'est pas vraiment important. Il faut savoir qu'il y a deux types de lymphocytes, B et T. Très bien, qui ont une forme plus ou moins arrondie, vous voyez. Et voici les différentes constituants qu'on peut voir sur le frottis sanguin. C'est tous les types, basophiles, éosinophiles, polynucléaires neutrophiles, les érythrocytes, les plaquettes, ce que vous voyez ici, les lymphocytes, les monocytes et le neutrophile. Voilà. Deux notions qui sont un peu plus ou moins importantes, c'est la myélémie et les blastes. C'est quoi la myélémie? C'est le passage d'éléments jeunes, c'est-à-dire des éléments qui sont immatures, de la lignée granuleuse. Normalement, seulement les cellules matures de la lignée granuleuse, des polynucléaires, passent au niveau du sang. Il arrive dans certaines pathologies, c'est un cas pathologique, quand on retrouve des cellules, exemple leucémie myéloïde chronique, c'est généralement pathologique. Donc on retrouve les cellules qui sont dans la cascade de maturation au niveau sanguin. C'est la myélémie. Ensuite, la deuxième notion à connaître, c'est les blastes. C'est quoi les blastes? C'est la présence de cellules immatures, c'est-à-dire jeunes, de la lignée soit lymphoïde ou myéloïde dans le sang. Alors pour comprendre, je reviens au schéma précédent. Alors voici les blastes, myéloblastes, monoblastes, ce sont des cellules qui sont précurseurs mais qui ne sont pas encore matures. Ils doivent passer par une cascade de maturation pour devenir des cellules matures. Et donc le passage de ces cellules, que ce soit de la lignée lymphoïde, c'est les lymphoblastes T et B, que ce soit de la lignée myéloïde, c'est le reste. Donc c'est un cas pathologique qu'on appelle les blastes. D'accord? Ce sont des cellules vraiment jeunes. Pourquoi ça se passe dans le sang? Parce qu'il y a un problème de maturation, il y a un blocage de maturation, c'est-à-dire que cette cellule, à cause d'une pathologie quelconque, c'est généralement la leucémie myéloïde, la leucémie aiguë myéloïde et la leucémie aiguë lymphoïde, elle n'arrive pas à passer à l'autre stade. Quand elle n'arrive pas à passer à l'autre stade, on aura accumulation de cette cellule, accumulation, parce qu'elle n'arrive pas à passer à l'autre stade, il y a un blocage de maturation. La moelle sera étouffée par plein de cellules qui sont immatures, et à un moment donné, la moelle, elle va dire « je libère des cellules pour diminuer la pression, je libère quelques cellules dans le sang ». Et par ce mécanisme qu'on retrouve des cellules qui sont jeunes, immatures, qu'on appelle les blastes, dans la circulation sanguine. Quand ces cellules touchent la lignée myéloïde, on va l'appeler, donc c'est une leucémie aiguë myéloïde. Et quand les cellules qui vont passer dans le sang, c'est un blocage de maturation, c'est de la lignée lymphoïde, c'est généralement la leucémie aiguë lymphoïde. Les organes hématopoïétiques, on passe ça rapidement. Il faut savoir qu'il y a deux types d'organes hématopoïétiques. On a les organes hématopoïétiques primaires, d'accord, les organes lymphoïdes primaires et secondaires, d'accord. Les organes lymphoïdes primaires, c'est les organes qui vont fabriquer les lymphocytes. Ils vont être le site de maturation des lymphocytes. C'est la moelle, d'accord, pour les lymphocytes B. J'ai oublié de vous dire que les lymphocytes T, ils ne continuent pas leur maturation au niveau de la moelle, mais au contraire, ils vont quitter la moelle, ils vont vers le thymus pour continuer leur maturation, et que quand ils sont matures, ils vont gagner le sang, et pourquoi pas les organes lymphoïdes secondaires. D'accord? Donc là, le thymus, ça fait partie des organes lymphoïdes primaires, d'accord? Parce qu'il est le siège de maturation de ces lymphocytes. Très bien, à côté de la moelle. Bien sûr, les lymphocytes qui sont matures, soit au niveau de la moelle pour les lymphocytes B, soit au niveau du thymus pour les lymphocytes T, vont quitter ces organes lymphoïdes primaires et ils vont gagner le sang, bien sûr, pour s'installer au niveau des organes lymphoïdes secondaires. D'accord? Pour qu'il y ait un antigène, il va passer logiquement par ces organes lymphoïdes secondaires. Mais les organes lymphoïdes secondaires, c'est bien sûr les ganglions, sans rentrer dans les détails, c'est la rate, d'accord? Et c'est les ganglions et la rate, d'accord? Donc, les organes lymphoïdes primaires, c'est la moelle osseuse et le thymus, c'est majoritairement le thymus. Et les organes lymphoïdes secondaires, c'est le lieu de la réaction immunitaire. Les organes lymphoïdes primaires, ce n'est pas le lieu de réaction immunitaire. C'est les organes lymphoïdes secondaires. Ils sont représentés majoritairement par la rate et les ganglions. Et pourquoi pas les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses.
On a fini avec l'hématimétrie. On va voir deux autres explorations et on va finir le cours. Deux autres petites explorations qui sont indiquées dans certains cas, pas dans tous les cas. C'est le médulogramme et c'est la ponction biopsie osseuse. Alors le médulogramme c'est quoi? Qui dit médulogramme? Médulo c'est déjà la moelle osseuse. Médulogramme c'est une étude cytologique de la moelle. C'est-à-dire qu'on va prélever des cellules, d'accord, qu'on va prélever un liquide. Et à l'intérieur de ce liquide, vous voyez qu'on utilise un trocar avec une aiguille. On place l'aiguille avec une asepsie rigureuse, bétadine, etc. Généralement au niveau du sternum ou bien de l'épine iliaque postéro-supérieure. D'accord? Pour prélever un suc. Le liquide est appelé suc. Quand le liquide contient des cellules, on n'appelle pas liquide, on l'appelle suc. Pour prélever ce suc, et ce liquide contient des cellules, d'accord? Il ne contient pas des tissus. C'est-à-dire que c'est une étude cytologique. D'accord? Rappelez ça en tête, c'est écrit d'ailleurs en rouge, parmi une étude cytologique de la moelle. D'accord? Très bien. Bien sûr, rechercher au préalable des troubles de l'hémostase, parce que ça risque de faire une hémorragie. Très bien. Donc, médulogramme, par définition, c'est une étude cytologique de la moelle. C'est-à-dire, on va étudier les cellules qui constituent la moelle osseuse. Alors, il faut savoir que c'est un examen qui n'est pas indiqué tout le temps. Il est indiqué dans certains cas bien précis. Ces indications sont à retenir par cœur, d'accord, hypertempables. Donc, ces indications sont la bicytopénie. Quand on retrouve deux lignées qui sont en diminution, cela veut dire que probablement l'origine est centrale. Probablement, il y a un problème au niveau de la moelle. Probablement, la moelle, il y a une pathologie qui freine la moelle. Et la moelle n'est pas capable de produire les cellules du sang. On doit explorer la moelle. Par quel mécanisme on explore la moelle? C'est par le médulogramme. D'accord? Et même dans le cas, quand on retrouve une pancytopénie, c'est-à-dire il y a la diminution des plaquettes, la diminution des globules rouges, la diminution des globules blancs, là, le problème est carrément, dans la majorité des cas, central. La moelle n'arrive pas à fabriquer et donc, on fait le médulogramme. D'accord? En cas de thrombopénie, en cas d'anémie, d'accord? En cas d'anémie quand l'anémie, elle est arégénérative, hein? Parce que quand elle est régénérative, quand le taux de réticulocite est supérieur à 120 000 éléments par millimètre cube, là, c'est bon. Le problème est périphérique. On n'a pas besoin d'un médulogramme. Mais le problème se pose quand on a une anémie arégénérative. Le problème est probablement central, et donc on doit explorer la moelle. D'accord? Pour comprendre bien qu'en cas d'anémie régénérative, c'est pas la peine de faire un médulogramme. D'accord? Très bien. Quand on a une hémoglobine monoclonale sérico-urinaire, on va aller voir ces pathologies. Quand on a une présence de cellules anormales au niveau du frottis sanguin, une cellule tumorale ou autre, on doit explorer la moelle. Et bien sûr, ça permet une étude cytologique de la moelle. Le deuxième examen complémentaire, c'est la biopsie ostéomédulaire. Quand on dit biopsie, est égal étude histologique de la moelle. C'est-à-dire qu'on va prélever un fragment, un tissu. D'accord? On va prélever un fragment. Ça va passer par une cascade. Ça ne nous intéresse pas, la cascade de cet examen complémentaire. L'essentiel, c'est une étude histologique. C'est-à-dire qu'on va prélever ce fragment, on doit le couper, on doit le fixer par du formol, on doit le couper par des coupes fines par le paraffine, on doit le colorer pour avoir ces images-là. D'accord? Très bien, ça ne nous intéresse pas la technique, l'essentiel que c'est une étude histologique de la moelle. On va voir un tissu, non pas des cellules. Ben, les indications, donc, moelle pauvre faisant suspecter une aplasie médulaire, quand on fait un médulogramme et le médulogramme retrouve une moelle qui est vraiment pauvre en cellules, là on doit faire la biopsie pour voir qu'est-ce qui se passe. En cas d'aspiration infructueuse sèche, parfois on aspire du liquide par le médulogramme, on aspire et on n'aspire rien. On n'aspire pas le liquide, il n'y a pas de liquide. Donc dans ce cas, on est obligé de faire la biopsie et dans certains bilans d'extension des lymphomes. L'essentiel que c'est une étude histologique, je répète. D'accord? Très bien. Comme conclusion, les points les plus importants dans ce cours, l'hémogramme, c'est un examen quantitatif, c'est l'examen clé et c'est un examen demandé très fréquemment.
Le frottis sanguin, quant à lui, c'est un examen qualitatif pour voir la morphologie des éléments figurés du sang, leur taille, etc. Les deux constituent l'hématimétrie. Le troisième point, il faut toujours demander taux de réticulocytes en cas d'anémie pour savoir le mécanisme central ou périphérique. Le quatrième point, devant toute thrombopénie, on doit la confirmer par un frottis sanguin pour éliminer les fausses thrombopénies. En cas de médulogramme, le médulogramme et le ponction biopsie osseuse, il faut savoir qu'ils ne sont pas demandés fréquemment dans certains cas. Médulogramme, c'est une étude cytologique et la biopsie osseuse, c'est une étude histologique. C'est la fin de notre cours. Partagez la vidéo entre les étudiants, d'accord? J'espère que cette vidéo était utile pour vous et à la prochaine.